Dans la pénombre des couloirs de pierre de la basilique mineure du Santo Niño à Cebu, au cœur étouffant des Philippines, le bruit du monde extérieur semble s'éteindre sous le poids de 5 siècles de prières. Nous sommes au début des années 2000. La foule s'incline devant une petite statuette en bois sombre, le Santo Niño, transmise à travers les générations depuis l'arrivée des premiers navigateurs espagnols. Parmi les prêtres qui s'avancent vers l'autel, vêtu d'une simple habit noir sans aucun signe distinctif, se tient un homme d'une trentaine d'années, né dans les quartiers sud de Chicago. Il s'appelle Robert Prévost. Il élève les mains au-dessus de la foule de fidèles, prononce les paroles d'une bénédiction ordinaire, puis s'efface en silence dans l'anonymat des couloirs, reprenant sa valise pour s'envoler vers une autre province. Aucun des témoins de cette scène, aucun des séminaristes qui l'ont croisé dans les couloirs de Cebu, d'Iloilo ou de Manille, n'a le moindre doute sur ce qu'il a sous les yeux. Un supérieur religieux ordinaire, un prêtre discret parmi tant d'autres. Rien dans son attitude, rien dans son habit, ne laisse présager qu'ils sont en train de côtoyer l'homme que le monde entier finira par appeler le pape Léon XIV. Ici réside le véritable paradoxe qui déconcerte les historiens de l'Église et les observateurs de la curie romaine. Lorsque la fumée blanche s'est enfin élevée au-dessus de la chapelle Sixtine pour annoncer l'élection du premier souverain pontife américain de l'histoire, la planète entière a cru découvrir un inconnu. Les télévisions internationales cherchaient à déchiffrer la trajectoire d'un homme sorti des rangs administratifs. Mais à l'autre bout du globe, dans les couloirs modestes des couvents augustiniens disséminés à travers l'archipel philippin, des hommes et des femmes ont éclaté en sanglots. Non pas parce qu'une figure distante venait d'accéder au trône de Saint-Pierre, mais parce qu'ils l'avaient connu personnellement. Ils avaient partagé ses repas à la table commune, ils avaient confessé leurs doutes dans la chaleur moite des îles, et ils l'avaient vu bénir avec de l'eau sainte les murs de leur noviciat. Pendant plus d'une décennie, entre 2002 et 2013, cet homme a traversé l'océan Pacifique à 9 reprises. 9 visites documentées par la Conférence des évêques catholiques des Philippines, menées loin de tous les projecteurs de Rome, dans une discrétion presque absolue. Pour comprendre ce qui a poussé un prêtre américain à revenir sans cesse sur cette terre d'Asie du Sud-Est, il faut remonter à l'année 2001, moment où s'active le véritable catalyseur de cette histoire. Cette année-là, les membres de l'ordre de Saint-Augustin, une structure monastique vieille de plus de 700 ans, prennent une décision majeure. Ils élisent Robert Prévost comme prieur général. Du jour au lendemain, il devient le responsable mondial de milliers de religieux dispersés dans plusieurs dizaines de pays. Mais alors que tout dirigeant d'une telle organisation aurait pu concentrer ses déplacements sur les centres de pouvoir européens, les grandes cathédrales historiques ou les capitales d'influence, le nouveau prieur général prend une décision stratégique et spirituelle silencieuse. Il choisit de tourner constamment son attention vers les Philippines. Pour lui, ce n'est pas une destination exotique ou une simple étape administrative. Cebu est le berceau même du catholicisme en Asie, là où en 1521 Magellan apporta la foi, et là où en 1565 les friards augustiniens implantèrent la toute première mission permanente de l'archipel. En revenant à Cebu, Robert Prévost ne fait pas une tournée d'inspection diplomatique. Il retourne aux racines mêmes de sa famille spirituelle. Le premier choc narratif de ce parcours survient dès sa première visite officielle en 2002. Tout juste installé dans ses fonctions mondiales, le prieur général snobe les grandes cérémonies occidentales et débarque à Iloilo, au sein de l'université San Agustín, pour assister à un chapitre provincial au milieu des prêtres locaux. Puis, en 2004, dans la localité de Mohon, à Talisay City, il se tient sous une chaleur tropicale accablante devant un bâtiment neuf destiné aux jeunes novices. Seul avec une poignée de frères en habit noir, sans la moindre caméra ni le moindre dignitaire civil, il asperge d'eau bénite les futurs dortoirs des religieux les plus pauvres. Ce geste, accompli lors du jubilé marquant les 750 ans de la réunification de son ordre, révèle la tension sous-jacente qui traverse toute sa vie. Comment un homme formé sur le terrain rude et poussiéreux des missions du nord du Pérou dans les années 1980, habitué à la pauvreté extrême et au travail de l'ombre, allait-il naviguer au cœur des structures de pouvoir d'une institution plurimillénaire sans perdre son identité de missionnaire ?
Alors que les années passent et que les visites se succèdent jusqu'à la dernière bénédiction accordée en avril 2013 dans le quartier historique d'Intramuros à Manille, Robert Prévost s'apprête à quitter ses fonctions de prieur général. À cet instant précis, tout indique que son rôle majeur dans l'histoire de l'Église est définitivement derrière lui. Il s'apprête à réintégrer le rang des anonymes, laissant derrière lui des cartons de photographies ordinaires rangés dans les tiroirs des couvents philippins. Mais alors que cette porte semble se refermer à jamais sur une carrière sans éclat médiatique, une question dérangeante s'impose. Qu'était en train de façonner en secret cette présence répétée de 9 années dans l'ombre de l'archipel, et quel événement imprévu allait transformer ces souvenirs oubliés en un séisme institutionnel pour l'ensemble du monde catholique? Lorsque le père Robert Prévost quitte Manille en avril 2013, après avoir béni le nouveau bâtiment du pré-noviciat à San Agustín d'Intramuros, la rupture narrative semble définitive. Dans les registres officiels de l'ordre augustinien, comme dans l'esprit de ses confrères, un chapitre de 12 ans vient de se clore. L'homme qui avait arpenté la terre philippine à 9 reprises remet sa charge de prieur général et s'apprête à retrouver la discrétion d'un ministère ordinaire. Rien dans l'appareil hiérarchique, ni dans les grilles de lecture traditionnelles de la diplomatie ecclésiale ne permet alors d'anticiper la suite. Aux yeux de l'institution, Prévost appartient déjà au passé, un ancien administrateur dont le mandat s'achève sans bruit. Pourtant, sous cette façade de fin de cycle, une réalité bien différente s'était construite dans la chair même de l'Église philippine, à l'écart des bureaux de Rome et des bilans administratifs. C'est précisément ici que la ligne de fracture se creuse. Tandis que l'administration centrale voit dans ses 9 voyages une suite de visites de routine, de chapitres provinciaux et d'inauguration de bâtiments, les hommes et les femmes du terrain ont vécu une toute autre expérience. L'écart entre le rapport formel et la réalité vécue est saisissant. À Mohon, dans la ville de Talisay, comme dans les couloirs moites de Consolation à Cebu, Prévost n'a pas agi en haut dignitaire distant. Façonné par ses décennies de travail missionnaire dans les zones arides et pauvres du nord du Pérou, où il a partagé la vie des plus démunis jusqu'à adopter leur nationalité, l'Américain originaire du South Side de Chicago a apporté aux Philippines cette même posture d'immersion totale. Quand il s'assoyait à la table des prêtres locaux, quand il écoutait les hésitations d'un jeune séminariste doutant de sa vocation, ou qu'il donnait l'Eucharistie dans l'anonymat d'une messe dominicale, il ne jouait pas la proximité, il la vivait. Cette présence répétée et presque effacée créait un décalage perturbant avec les attentes habituelles entourant les figures d'autorité. Dans un système où le pouvoir s'accompagne souvent d'apparat et de déférence, Prévost se déplaçait sans cortège, vêtu de la même robe noire que le plus jeune des novices, demandant qu'on ne lui accorde aucun privilège. Les séminaristes d'Iloilo ou de Manille croisaient un homme calme, attentif au visage et au nom, dont la simplicité déconcertait ceux qui s'attendaient à la rigidité d'un chef d'ordre mondial. Il partageait la poussière, la chaleur moite et la nourriture ordinaire des communautés, posant des gestes d'une banalité trompeuse. Une poignée de main rapide dans un couloir, un mot d'encouragement glissé à la hâte avant de monter dans une voiture, une bénédiction donnée d'un geste mesuré. Personne alors ne saisissait la portée de ces instants. Les prêtres philippins conservaient précieusement des clichés photographiques, argentiques ou numériques, où Prévost apparaissait au second plan, souriant au milieu d'un groupe de religieux, sans que quiconque ne songe à consigner ses paroles ou à marquer ses rencontres d'une pierre blanche. Pourquoi l'aurait-il fait? Il n'était à leurs yeux que le supérieur venu d'Amérique, un frère parmi les frères, de passage avant de repartir. C'est toute la tragédie silencieuse et la grandeur cachée de ces années. L'homme qui allait porter la charge de plus d'1 milliard de fidèles marchait au milieu d'eux sans que l'air autour de lui ne semble seulement altéré, laissant derrière lui une empreinte d'une discrétion si absolue qu'elle en devenait presque invisible. Mais tandis que Prévost s'éloignait en 2013, persuadé lui aussi que son travail aux Philippines touchait à sa fin, les graines déposées au cours de ces 9 traversées du Pacifique continuaient de germer dans l'ombre. Chaque prêtre encouragé à Cebu allait confesser des milliers de fidèles. Chaque maison de formation bénie à Manille accueillait la génération suivante de vocations.
Le système croyait solder un mandat d'administrateur, alors qu'en réalité, à travers le tissu vivant de l'archipel, s'était tissé un réseau invisible d'affection, de confiance et de paternité spirituelle. La fracture entre la perception officielle d'un départ définitif et la réalité de cet ancrage profond allait éclater au grand jour au moment le plus inattendu. Lorsque le monde entier apprend que le cardinal Robert Prévost est devenu le pape Léon XIV, l'onde de choc secoue les appareils d'information et les cercles observateurs du Vatican. Pour les commentateurs internationaux et les analystes des médias globaux, l'élection de ce prêtre américain formé à Chicago relevait d'une énigme. Les grilles d'analyse officielles tentent aussitôt de caser son profil dans des catégories prévisibles. Un diplomate réservé, un administrateur romain rompu au rouage de la curie, un prélat sans aspérité politique. Mais cette lecture réductrice se heurte immédiatement à une réalité factuelle que la bureaucratie ecclésiale et les faiseurs d'opinion n'avaient pas anticipée. À l'autre extrémité du monde, dans le plus grand pays catholique d'Asie, la nouvelle ne provoque pas la surprise d'une nomination politique, mais le réveil brutal d'une mémoire collective oubliée. Dans les couvents et les paroisses des Philippines, la réaction échappe totalement aux canaux d'explication officiels. Les frères augustiniens et les fidèles ordinaires ouvrent leurs tiroirs, exhument les vieux albums de famille et les archives d'archives locales. Les photographies émergent soudain dans la lumière. On y voit le nouveau souverain pontife, des années plus jeune, en simple habit noir, souriant au milieu des novices de Mohon, priant au sanctuaire du Santo Niño de Cebu, ou marchant dans les allées d'Intramuros à Manille. Les témoignages affluent. Des prêtres désormais quadragénaires se rappellent cette poignée de main échangée dans un couloir, cette bénédiction donnée à la hâte lors du jubilé de 2004, ou ce mot de soutien murmuré à un jeune homme en plein doute vocationnel. La tentative du système de présenter Léon XIV comme un inconnu ou une figure distante s'effondre face à la densité de ces micro-détails historiques. Cette irruption de la vérité du terrain crée une tension institutionnelle sous-jacente. Alors que les analystes s'efforcent d'expliquer le nouveau pape à travers des schémas académiques ou institutionnels, les Philippins refusent la grille de lecture d'un pape étranger. Pour eux, l'homme qui vient de monter sur le trône de Saint-Pierre n'est pas un visiteur d'un jour, mais un père spirituel qui a arpenté leur sol à au moins 9 reprises entre 2002 et 2013. Cette fidélité répétée, étalée sur 12 années de mandat comme prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, témoigne d'une posture inébranlable. Longtemps avant d'être exposé aux projecteurs de la scène internationale, Robert Prévost s'était déjà donné tout entier à la réalité des missions, fort de son expérience passée auprès des plus pauvres dans les paroisses poussiéreuses du Pérou. Face à la ferveur des communautés asiatiques qui pleurent de joie et revendiquent une proximité unique avec le nouveau pontife, le contraste avec la froideur des appareils institutionnels devient saisissant. L'homme qui s'avançait au balcon de Rome ne devait pas sa légitimité à des stratégies de pouvoir, mais à cette longue maturation silencieuse dans les couvents de province, loin de toute ambition. Les images sorties de l'ombre à Cebu, Iloilo et Manille racontent une histoire que personne n'avait écrite à l'avance. Celle d'un dirigeant qui a servi dans la discrétion la plus totale, façonnant les formateurs des générations futures sans jamais chercher à laisser son nom. Au moment où le monde prend enfin la mesure de cet ancrage philippin, la tension psychologique atteint son paroxysme. L'Église découvre que le cœur du nouveau pape s'était déjà formé là où personne ne regardait, sur cette terre d'Asie où la foi se vit au quotidien. La scène atteint son point de bascule ultime au moment exact où les portes du balcon de la basilique Saint-Pierre s'ouvrent sur la place baignée de lumière, tandis que la fumée blanche s'élève encore dans le ciel de Rome. Devant des dizaines de milliers de fidèles et les objectifs des télévisions du monde entier, le premier pape américain de l'histoire s'avance dans son habit blanc. Pour la majeure partie de la planète, cet instant est un spectacle d'une solennité colossale,
une cérémonie protocolaire où l'institution ecclésiale présente son nouveau chef, vêtu du poids et des symboles d'une autorité plurimillénaire. Mais à l'autre bout de la terre, dans les pièces modestes des couvents de Cebu, d'Ilolo et de la vieille cité d'Intramuros à Manille, cet événement public déchire instantanément la surface des apparats officiels pour révéler une vérité profondément intime et bouleversante. À l'instant où le nom de Robert Prévost est prononcé et qu'il apparaît à l'écran, le silence dans les communautés augustiniennes des Philippines est soudain rompu par une émotion incontrôlable. Des hommes et des femmes mûrs, des religieux aguerris qui ont passé leur vie dans le calme de la prière, fondent en larmes. Ce ne sont pas des larmes d'admiration distante devant la grandeur d'un souverain pontife nouvellement élu. Ce sont les larmes d'une reconnaissance absolue, le pleur de ceux qui réalisent soudain l'immensité de ce qu'ils ont porté en silence sans le savoir. Les masques de la hiérarchie romaine et les titres pompeux de la diplomatie ecclésiale s'effacent d'un coup. Sur ce balcon ne se tient pas un étranger choisi par des manœuvres de couloir, mais l'homme précis qui avait partagé leur table, qui avait béni les murs d'un friari à Mohon en 2004 dans la chaleur étouffante de Talisay City, et qui avait posé ses mains sur la tête de leur jeune novice. Cette proclamation publique agit comme un manifeste involontaire qui renverse la logique du système. L'institution Vaticane avait toujours habitué le monde à penser que la grandeur spirituelle se construisait dans les palais, les centres de pouvoir et les grandes décisions administratives. Or, ce que révèle l'élection de Léon XIV, c'est que le centre de gravité de l'Église s'était en réalité déplacé pendant 12 ans dans l'ombre de 9 voyages anonymes. Les photos de classe un peu jaunies, tirées en hâte des tiroirs des couvents philippins, deviennent les preuves irréfutables d'une réalité fondamentale. La véritable autorité ne s'est pas forgée sous les dorures, mais dans la fidélité de gestes simples, répétés loin de tous les regards, auprès d'une population croyante et pauvre à l'autre bout de l'océan. Le choc psychologique est total. Ceux qui avaient serré la main de ce prêtre en habit noir au sanctuaire du Santo Niño de Cebu comprennent que la sainteté et la charge suprême avaient marché parmi eux sans couronne, sans cortège et sans exiger la moindre déférence. La valeur de l'expérience humaine vécue, de la présence physique et de l'écoute patiente vient d'éclater à la face d'une structure souvent perçue comme rigide et distante. La presse locale philippine ne salue pas l'avènement d'un prince de l'Église, mais l'élévation d'un ami familier, d'un père qui avait foulé leur sol à 9 reprises en toute humilité. Ce moment public ne consacre pas seulement un homme. Il valide toute une vision de la foi où la véritable grandeur réside dans le service invisible, exécuté sans attendre de reconnaissance, jusqu'au jour où la réalité cachée s'impose enfin au monde entier. Au-delà de l'émotion initiale et de l'éclat des cérémonies romaines, la révélation de ces 9 voyages laisse une empreinte durable et mesurable dans le tissu même de l'Église philippine. L'impact de cette histoire ne s'arrête pas à la surprise d'un jour d'élection. Il transforme profondément la perception que les croyants locaux ont de leur propre place au sein du catholicisme mondial. Dans un archipel de plus de 100 millions d'habitants où la foi constitue l'air même que l'on respire, la découverte qu'un souverain pontife a marché 9 fois dans leurs rues, prié devant leurs altars et partagé leur quotidien bouleverse les repères. Le sentiment d'être une périphérie oubliée ou un simple terrain de mission s'efface définitivement devant la certitude factuelle d'avoir été le berceau où s'est façonnée l'âme du berger de l'Église universelle. Au niveau local, dans les réalités très concrètes du quotidien, le paysage humain s'en trouve irréversiblement changé. Le séminariste qui avait croisé Robert Prévost dans un couloir en 2008, désormais devenu un prêtre d'une 40aine d'années, exerce son ministère dans les paroisses de province avec une conscience nouvelle de sa charge. Les frères augustiniens qui étudient et prient dans le friari de Mohon à Talisay City ne traversent plus les couloirs de la même manière. Ils vivent et dorment entre des murs bénis de la main d'un homme qui porte aujourd'hui le poids d'1 milliard de fidèles. Les jeunes hommes qui entrent dans le prénoviciat d'Intramuros à Manille, ce bâtiment même que Prévost avait consacré lors de sa toute dernière visite en avril 2013, juste avant de s'effacer, marchent dans les pas d'une figure qui a consacré le futur de leur vocation avant que le monde ne connaisse son nom. Chaque confession entendue, chaque baptême célébré dans ces îles
porte la marque invisible de ces 12 années de compagnonnage. Sur le plan institutionnel et existentiel, le récit d'un homme qui a traversé le monde à 9 reprises sans jamais chercher la moindre reconnaissance offre une leçon d'une clarté absolue sur la nature du pouvoir et du service. Dans un monde obsédé par la visibilité immédiate et les honneurs publics, la trajectoire de Robert Prévost démontre que les événements les plus décisifs de l'histoire se construisent souvent dans l'ombre d'actes ordinaires et répétés avec fidélité. Ce prêtre américain, né sur le South Side de Chicago, façonné par la poussière du Pérou et revenu sans cesse aux sources de son ordre à Cebu, n'a pas été rendu digne de sa charge par le trône qu'il a fini par occuper. La dignité de son ministère avait déjà été acquise des années auparavant, par une chaude après-midi à Talisay City, lorsqu'il aspergeait d'eau bénite les murs d'un couvent modeste alors que personne sur terre ne se souciait de regarder. Le récit ramène finalement le spectateur à cette image initiale, intime et dépouillée, par laquelle tout a commencé. Un prêtre en habit noir, sa valise à la main, s'inclinant devant le petit Santo Niño de Cebu avant de s'éclipser silencieusement parmi les fidèles. Les photographies autrefois oubliées au fond des tiroirs ont aujourd'hui rejoint la mémoire de l'histoire, mais la vérité qu'elles transportent demeure la même. La grandeur ne réside pas dans l'éclat de l'annonce ou l'altitude de la charge, mais dans la capacité à s'agenouiller au